La publicité dans la presse écrite d'information. Faisons une petite expérience. En ce bon matin du 17 août 2020, comme de nombreuses personnes, j'ouvre le Figaro, un des journaux quotidiens les plus achetés en France. Je pensais y trouver des informations, mais surprise, j'y découvre aussi 8 pubs en 12 pages. Je me rabats sur Le Point, un magazine hebdomadaire cette fois-ci, ayant aussi pour thème l'actualité. Sur 98 pages, je compte 27 pubs qui prennent encore plus de place. Vous aussi, vous vous êtes déjà demandé pourquoi les pubs étaient aussi présentes dans les médias d'information ? Par nature, le rôle de ces médias est d'informer le plus grand nombre sur l'actualité, ce qui en fait un support privilégié pour les annonceurs, les agences de communication ou les marques qui cherchent à diffuser leur publicité. On peut néanmoins se demander pourquoi on en retrouve au milieu d'articles qui semblent très sérieux, dans des quotidiens d'information comme Le Monde par exemple. Les codes de la publicité, souvent ludiques, joyeux, colorés, sont parfaitement adaptés à d'autres contenus, comme des magazines de mode par exemple. Mais en voir entre une page sur le Covid-19 et une autre catastrophe industrielle, c'est une autre affaire. La télévision, la radio, YouTube et Internet de manière générale contribuent à rendre la publicité omniprésente dans nos vies. Il est très difficile de savoir à combien de pubs nous sommes exposés chaque jour, mais il nous paraît plutôt admis que cela se compte en dizaines, et certaines estimations n'hésitent pas à faire monter le compteur à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers en comptant la pub au sens le plus large possible. Une des phrases particulièrement révélatrices sur le rôle des médias dans la diffusion de la publicité a été prononcée par le directeur de TF1 en 2004. Il déclare « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». On était à deux doigts de n'être considérés que comme des moutons d'ailleurs, merci de la précision. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de la publicité télévisuelle, mais de celle présente dans la presse écrite d'information, qui est elle aussi un diffuseur massif de pubs, au point qu'il est très difficile de trouver des titres qui n'en contiendraient aucune. Pourtant, les codes du journalisme semblent bien éloignés de la plupart des messages publicitaires qu'on croise tous les jours. Si on réfléchit bien, ils semblent même opposés. Le principe fondamental de la publicité, c'est de faire vendre un produit, peu importe son utilité réelle ou objective. Celui du journalisme, c'est plutôt de trouver des arguments pour vous intéresser à un sujet. Bref, le publicitaire persuade, quand le journaliste est censé convaincre. Si les grands médias d'information contiennent autant de publicité, c'est pour une raison finalement assez triviale. La publicité, ça rapporte gros. Mais si le modèle économique des médias dominants a tant besoin de la publicité, on peut se demander à quel point celle-ci a un impact sur les contenus d'information. Si ce modèle s'est imposé, c'est qu'il doit être nécessaire à la survie de ces médias. Sinon, on se doute bien que les journalistes préféreraient majoritairement s'en passer. Nous allons donc nous demander dans cette vidéo si la presse écrite d'information française est au service de la publicité. Nous allons d'abord essayer de mesurer l'importance de la publicité dans les quotidiens et hebdomadaires nationaux et régionaux, et la presse gratuite, et surtout de savoir si les contenus publicitaires orientent les contenus de ces médias. Si nous nous concentrons sur la presse d'information papier, c'est parce que c'est une des sources d'information jugées les plus crédibles d'après les Français, ou en tout cas, d'après ceux qui ont participé au sondage du baromètre de confiance envers les médias réalisé par Kantar. Au passage, nous vous invitons à consulter notre vidéo sur les instituts de sondage. Cependant, l'ensemble des concepts présentés ici sont tout à fait transposables à la presse en général, voire même à d'autres médias d'information. Tout au long de cette vidéo, nous allons aussi essayer de trouver des outils pour mieux comprendre, repérer et déconstruire les effets de la publicité sur l'information. Parce que, vous allez le voir, comme à la télé ou chez vos youtubeurs préférés, les agences publicitaires regorgent d'idées et de créativité pour se réinventer et être efficaces pour vendre leurs produits. Enfin, avec des exemples précis, on va voir comment la publicité joue souvent à cache-cache dans les pages de notre canard préféré, en se confondant avec des articles qui nous semblent pourtant très sérieux. Dans un premier temps, étudions l'importance de la publicité dans la presse écrite en France. L'histoire de la publicité dans la presse écrite d'information en France est longue.
Elle remonte au moins au XVIIe siècle, avec l'invention des fameuses petites annonces. Mais c'est surtout le XIXe siècle qui va consacrer ce modèle économique. Le Figaro tire par exemple 37% de ses recettes de la publicité dès 1896. En 1930, ce chiffre monte même à 64%. Les recettes publicitaires ne sont donc pas juste un appoint qui aide la presse, mais bien une des fondations de son système économique. On se doute que les espaces publicitaires rapportent encore aujourd'hui beaucoup d'argent aux médias. Mais quels sont les chiffres? Hors subvention d'État, on peut considérer qu'environ un tiers des revenus de la presse viennent aujourd'hui de la publicité. Le reste provenant surtout des achats à l'unité et des abonnements. Ce chiffre est en constante évolution, comme on peut très bien le voir dans ce rapport d'une enquête pour un projet de loi finance datant de 2020 et émanant du Sénat. Dans ce graphique, la partie orange montre la part des recettes venant de la publicité. Deux constats s'imposent. Les recettes de la presse écrite sont en baisse constante depuis 2006, et parmi elles, les recettes de la publicité sont elles aussi de moins en moins importantes. Le secteur de la presse écrite est en décroissance, probablement, entre autres, à cause de la forte concurrence d'une information gratuite sur Internet, et attire par conséquent de moins en moins les annonceurs publicitaires. Mais si le marché de la presse écrite semble se détacher de la publicité, ce n'est qu'en trompe-l'œil. C'est au contraire, dans ce moment de crise, que les médias traditionnels sont de plus en plus dépendants des annonceurs restants, ces derniers ayant en effet un pouvoir grandissant sur la presse écrite, alors même que leurs investissements baissent. Bien oui, dans un contexte de difficultés économiques, les journaux dépendants de la pub comptent d'autant plus sur ces revenus. Cette crise a d'ailleurs été démultipliée tout récemment avec la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. Le journal Le Parisien a par exemple été obligé de limiter ses diffusions drastiquement depuis le confinement, alors même que le nombre de ventes ne baissait pas. C'est parce qu'il a perdu environ la moitié de ses revenus publicitaires pendant cette période. Les modèles économiques de la presse écrite sont donc remis en question, et ce surtout en 2020. Il y a d'ailleurs un type de presse qui est particulièrement dépendante des annonceurs, c'est la presse gratuite comme 20 minutes ou CNews par exemple. Pour gagner de l'argent, ces journaux fonctionnent presque exclusivement sur les recettes publicitaires, et la crise actuelle les touche de plein fouet. On peut d'ailleurs relativiser cette impression de presse gratuite, ce que vous payez quand vous n'osez pas dire non au sourire du gentil distributeur de journaux gratuits avant de descendre dans le métro, eh bien c'est de l'attention, ce fameux temps de cerveau disponible. En effet, si le but premier des annonceurs est de vous faire acheter un produit pour leurs clients, l'objectif secondaire serait d'agir sur le long terme, en vous familiarisant avec des marques et des slogans, que leurs produits vous intéressent ou non. Il s'agit avant tout de créer des images de marque. Les journaux gratuits se cachent en fait derrière le paravent du journalisme. Même si certains articles peuvent parfois être intéressants ou sérieux, leur vrai métier est de vendre des pages de publicité. La publicité est donc omniprésente dans ces quotidiens. Nous verrons à quel point elle peut être pernicieuse dans quelques exemples plus loin dans la vidéo. On aurait pourtant pu voir des effets positifs à la présence de la publicité dans les médias. Les annonceurs pourraient en effet être perçus comme des soutiens essentiels et historiques de la presse, sans qui elle n'aurait pas pu se développer, et la publicité aurait ainsi contribué à la liberté de la presse. En contribuant à subventionner la production de journaux, avant leur vente, elle aurait permis d'abaisser les prix, et ainsi favoriser la distribution à un plus grand nombre de personnes. Mais cette générosité n'est peut-être pas si altruiste. Mettons cet argument à l'épreuve. Existe-t-il des cas avérés où les publicitaires auraient fait pression sur des rédactions pour tourner les informations à leur avantage? Nous l'avons vu, le monde de la presse traverse une crise économique. Les annonceurs en sont bien conscients. Et nous pouvons mettre fin à ce terrible suspense rapidement. Les exemples de pression sur des rédactions par des publicitaires sont en fait nombreux. En 2015, par exemple, la société Volkswagen est prise dans un immense scandale de fraude aux tests anti-pollution. La marque envoie alors, par le biais de sa régie publicitaire, un mail à tous les quotidiens nationaux et régionaux de France, en expliquant que, s'il n'y a aucun article relatif à la crise Volkswagen,
nous conserverons nos investissements. La menace est à peine voilée. Il est impossible de savoir combien de rédactions ont pu subir cette pression économique et donc obéir aux injonctions de cet investisseur, mais preuve est que ces derniers connaissent bien leur importance économique. Autre exemple parmi d'autres, en 2015 également, la banque HSBC est prise dans le scandale des Swiss Leaks et rebelote, elle exerce des pressions pour que l'affaire ne s'ébruite pas, cette fois-ci en allant plus loin que des menaces. Le patron d'HSBC annonce publiquement qu'il coupe tous les investissements publicitaires dans les médias qui lui sont hostiles. Si de telles menaces peuvent être proférées et mises à exécution, c'est bien qu'elles ont un impact sur le marché et que les annonceurs exercent un contrôle sur la presse par ce biais. Notre champion national, le roi du flouze, la success story dont tout le monde rêve, j'ai nommé le fier et beau Bernard Arnault, est un habitué de ce genre de pratique. En 2012, le journal Libération publie une une, dans le ton habituel du journal, qui s'attaque directement au patron de LVMH. Il titre « Casse-toi, riche con », détournant la célèbre phrase de Sarkozy « Casse-toi, pauvre con ». LVMH et toutes les marques associées décident alors purement et simplement de supprimer toute leur publicité dans ce journal, entraînant jusqu'à 700 000 € de pertes sur l'année pour Libération. C'est un exemple intéressant, car le journal a fait d'excellentes ventes sur son numéro en s'exposant à la colère de Bernard Arnault. Les rédactions doivent donc choisir entre perdre des annonceurs et donner des informations de qualité. Ce n'était pourtant pas le groupe LVMH qui était critiqué par le journal, mais bien le comportement personnel de son patron. Cela montre le poids démesuré des annonceurs dans ce jeu de force et l'influence de leurs riches propriétaires. En 2017, c'est au tour du journal Le Monde de se faire attaquer par le milliardaire. Les journalistes du quotidien avaient publié les Paradise Papers, qui dénonçaient les montages financiers de Bernard Arnault et de ses groupes pour payer le moins d'impôts possible en France. En 2017, LVMH était le principal annonceur français pour la presse écrite, et ils décident de couper leur campagne de pub dans les pages du Monde pour les punir de ce terrible affront, avoir informé ses concitoyens. Cela se traduit encore par des centaines de milliers d'euros de pertes pour le journal. Tous ces exemples nous montrent que, loin de seulement se contenter d'apporter un support financier en échange d'un petit espace dans les pages des magazines, les annonceurs n'hésitent pas à abuser de leur pouvoir pour influencer les autres espaces des journaux, c'est-à-dire les articles eux-mêmes. Il arrive parfois que des activistes, des associations ou de simples citoyens s'organisent pour interpeller les annonceurs afin de les questionner sur les journaux qu'ils contribuent à financer. Des membres d'un collectif anti-discours haineux, appelé Sleeping Giants, ont par exemple contacté tous les annonceurs publicitaires du magazine Valeurs Actuelles, en 2018, pour les inciter à ne plus financer ce journal d'extrême droite. Ce mode d'action prend en compte l'importance de la publicité dans les financements des médias et a déjà fait ses preuves dans certains cas. Mais existe-t-il des médias d'information qui ne dépendent pas de la publicité alors ? Regroupés sous les termes de médias indépendants ou médias libres, il existe en réalité toute une presse qui n'est pas affiliée aux annonceurs, sans forcément être de petites plateformes. Le journal indépendant le plus connu en France est sûrement le Canard enchaîné, qui non seulement existe depuis 1915, mais qui est aussi un des rares journaux à refuser toute subvention d'État et toute publicité, tout en gardant un prix plus qu'abordable et comparable à ceux de la concurrence. Le Canard enchaîné est d'ailleurs dans une excellente situation financière. Il y a depuis le milieu des années 2000 de nombreux autres médias d'information indépendants et sans publicité qui ont émergé, mais qui ont choisi de n'être présents souvent que sur Internet afin d'abaisser les coûts de production de l'information en se passant de l'impression, de la gestion du stock et de la distribution. On peut citer par exemple Mediapart, Disclose, Arrêt sur Image, Le Média ou Monsieur Mondialisation par exemple. Ces organes de presse, connus pour la qualité et la précision de leurs informations, fonctionnent à grande échelle, sans publicité, en faisant appel à leur lectorat pour les financer. Le site d'actualité Reporter, lui-même indépendant, a publié une carte de France des médias libres en donnant leur méthodologie, ce qui donne un aperçu de ce modèle en France. Si on regarde cette liste de reporters, on remarque qu'une grande partie de ces médias libres sont des médias engagés à gauche ou à l'extrême gauche, ou dans un combat écologique.
Les discours questionnant le capitalisme ou le libéralisme vont en effet difficilement de pair avec la publicité, fer de lance du libéralisme de libre-échange. En face, logiquement, les médias dépendants de la publicité ne remettent pas ou peu en cause le libéralisme, puisqu'ils en dépendent pour survivre. Il serait compliqué pour un journal comme Le Monde ou Le Figaro de critiquer le libre-échange en soi quand son modèle économique repose en partie sur des annonceurs publicitaires privés. Réciproquement, les annonceurs privés seraient sûrement moins intéressés par un journal qui critique leurs méthodes et leurs modèles. On peut donc dire que le modèle économique majoritaire des médias, dépendant de la publicité, est un obstacle à la pluralité du journalisme, et donc à la liberté de la presse. C'est pour cela qu'il y a très peu de journaux fondamentalement de gauche en papier, alors que ces médias existent sur Internet et font des audiences non négligeables. Mediapart rapporte avoir, par exemple, 170 000 abonnés en 2019. Il existe en fait plusieurs pistes pour sortir du modèle économique dominant actuellement dans la presse écrite. Les abonnements croisés à plusieurs journaux, constituer un service public de l'information large et indépendant de l'État, encourager des organes de presse à posséder eux-mêmes leur propre capital. Ces propositions sont portées par des groupes de critiques des médias, comme Acrimed par exemple. Il faut aussi comprendre que les publicitaires ne viennent pas toujours tout piétiner avec leurs gros sabots. Ils disposent d'un arsenal de techniques pour que la publicité passe mieux auprès des consommateurs. Le publi-reportage, ou publi-rédactionnel, est une pratique ancienne et bien implantée dans les journaux, qui consiste tout simplement à déguiser une pub en un contenu rédactionnel classique de journal. Il est normalement précisé quelque part qu'il s'agit d'une publicité, mais le but est de faire passer de la pub pour du contenu écrit par un journaliste, en utilisant les mêmes codes visuels que pour la mise en page des articles. Le native advertising, dont nous parlerons sûrement dans une prochaine vidéo, désigne par cet anglicisme la même chose, mais sur le web, en utilisant des technologies numériques avancées. Vous avez déjà forcément été exposé à cette pratique, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ce sont ces fameux contenus sponsorisés qui se glissent entre deux articles. Les journalistes et les rédactions ont longtemps été très frileux à l'égard de ces contenus. Ils deviennent pourtant de plus en plus un des moyens privilégiés par les annonceurs pour faire de la publicité. On peut en voir un exemple classique dans cet extrait du journal régional Le Progrès, centré sur la région de Lyon en 2017. Vous avez repéré ce petit publi-reportage qui apparaît entre parenthèses? Ces contenus s'intègrent admirablement bien dans le reste de la page, et sont donc trompeurs pour les lecteurs. Parfois, c'est encore moins évident. Il faut par exemple descendre jusqu'à la signature de l'article pour le voir. Dans cet exemple, tiré du journal gratuit 20 minutes de juillet 2020 par exemple, saurez-vous retrouver la partie publicité? N'hésitez surtout pas à appuyer sur pause pour vous exercer. Alors, oui, on a l'impression que c'est le cadre à droite, n'est-ce pas, puisque c'est marqué publicité. Eh bien, en fait, c'est l'entièreté de la page qui est un publi-reportage réalisé pour Häagen-Dazs par un journaliste, comme on peut le voir dans le petit encadré en bas à gauche. L'apparence sérieuse de l'article à gauche permet de faire la promotion de la marque de glace qui sponsorise un festival à droite. On comprend bien l'intérêt de ces méthodes pour les publicitaires. Et pourtant, les journalistes de beaucoup de rédactions, comme celle du Monde par exemple, font partie des signataires de la Charte d'éthique professionnelle des journalistes, un code de déontologie non contraignant qui stipule notamment qu'un journaliste digne de ce nom refuse et combat, comme contraire à son éthique professionnelle, toute confusion entre journalisme et communication. Pourtant, ces médias ne se privent pas de ce genre de méthode publicitaire, en travaillant main dans la main avec les annonceurs. Ils brisent donc leur propre code. Le publi-reportage intéresse d'autant plus les publicitaires que de nombreuses études montrent aujourd'hui son efficacité. Rappelons que la presse écrite imprimée a déjà des avantages qui intéressent particulièrement les entreprises. C'est la deuxième source d'information des Français après Internet, et justement, une partie des grands journaux commence de plus en plus à se tourner vers Internet. Dans ce contexte, les contenus publi-rédactionnels sont d'autant plus efficaces. Ce format publicitaire est globalement bien plus apprécié par les lecteurs, gâchant moins leur plaisir de lecture que des bannières pub colorées et envahissantes. Enfin, cette forme de publicité plaît particulièrement aux faiseurs de la pub,
car elle fait appel à une forme de créativité souvent très appréciée par les milieux de la communication. Prenons par exemple cette une du journal 20 minutes en 2017. Alors, où est la publicité ici? Eh bien, en fait, c'est carrément toute la une du journal en entier qui est une publicité, se présentant comme une première page traditionnelle, mais avec des graffitis dessus pour correspondre à l'esprit du produit vendu, ici un film. Les rédactions restent quand même parfois opposées à ce genre de pratique, surtout quand elles sont éhontément mensongères pour les lecteurs, même si les exemples de rébellion de journalistes sur ce sujet sont rares. En 2013, par exemple, une partie des rédacteurs du journal Le Parisien s'insurge contre cet énorme publi-reportage pour EDF, qui ne précise nulle part qu'il s'agit de contenu publicitaire. C'est tout un cahier à la gloire d'EDF qui est distribué aux lecteurs avec le journal, comme si c'était du contenu normal produit par des journalistes du Parisien. On peut comprendre leur énervement. Les pratiques publicitaires des médias vont parfois malheureusement beaucoup plus loin que le publi-reportage que nous venons d'évoquer. Il arrive que des articles entiers soient publicitaires sans que le lecteur en soit informé. Le Figaro, eh oui, toujours lui, est régulièrement épinglé pour ce genre de pratique. Très évidente sur cet article de 2019 par exemple. Alors tout semble normal, rien n'indique que c'est une publicité, mais quand on sait que le propriétaire du Figaro est le groupe industriel Marcel Dassault, propriétaire de Dassault Aviation, constructeur des avions Rafale, cette véritable vitrine pour ces engins n'a rien d'anodin et on voit bien la manipulation. Autre exemple, dans Direct Matin, ancêtre de CNews, les articles se mettent à pleuvoir sur Autolib, comme on peut le voir dans cette une. Bolloré, un capitaliste aux dents particulièrement longues, possède ce média et Autolib. Vu la vitrine pour ce dernier dans cette une, on ne peut pas parler de hasard. En dehors des exemples de journalistes professionnels du cirage de pompe de leur patron, on retrouve aussi des articles sans mention de publicité, faussement écrits par des journalistes qui font la promotion d'un produit. On peut par exemple penser aux 20 articles du Monde en seulement 2 mois sur l'iPhone X en 2017, alors que ce journal n'avait jamais fait une telle couverture médiatique pour un produit Samsung par exemple. Les médias ne sont pas un simple reflet des tendances du moment, ils en sont aussi les faiseurs. Ces pratiques publicitaires contreviennent au code de la déontologie du journalisme évoqué précédemment, mais aussi à la loi. Le code de la consommation précise en effet que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur. Dans les faits pourtant, aucun organisme ne fait clairement appliquer cette loi aux journaux, et ceux-ci restent impunis en cas d'écart. Sur YouTube, par exemple, c'est en interne que des mesures ont été prises, comme l'obligation de déclarer les contenus qui contiennent des communications commerciales. Faute d'action de l'État, en l'occurrence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, on devrait donc compter sur la direction de ces journaux pour que les choses bougent? On peut aussi évoquer le cas de la publicité de personnalités politiques, qui est un peu plus subtile, car elle n'est a priori pas de nature commerciale. La présence de ce type de publicité dans les journaux se justifierait plutôt du côté des relations avec les propriétaires des médias, un sujet qui mériterait clairement une vidéo à part entière, ou alors par des affinités idéologiques communes, bien que les articles ne les laissent pas forcément transparaître. C'est ainsi que Paris Match, par exemple, s'est fait une spécialité dans la dépolitisation des politiques, en écrivant des articles qui mettent en scène des politiciens, comme celui sur Manuel Valls qui danse en Espagne avec sa femme, ou celui-ci sur les chats de Marine Le Pen. Mais Paris Match n'est pas le seul à faire ça. Dans Le Point, cet exemple du portrait d'Alexandre Benalla, qui était alors au cœur de nombreuses procédures judiciaires impliquant violence et corruption, est assez iconique. Bon, la photo qui illustre l'article parle d'elle-même. Le but de ce type de portrait, c'est de nous familiariser et de nous rendre sympathiques envers certaines figures, sans les remettre en question. Ce qui peut être particulièrement problématique à la veille d'élections présidentielles,
quand un journal a choisi des mois à l'avance son candidat favori et le met en couverture à répétition, quitte à passer sous le tapis des informations qui n'iraient pas à son avantage. Si les techniques publicitaires que nous venons d'exposer sont devenues monnaie courante dans les grands médias d'information non indépendants, si les journalistes ne s'organisent pas massivement en lutte contre ces procédés, cela n'est pas seulement dû à des nécessités économiques, mais aussi à un changement de discours de la part des directions de ces journaux. Les régies publicitaires, qui s'occupent de vendre les espaces publicitaires des journaux, étaient plutôt exclues par les journalistes dans le passé. Elles sont aujourd'hui intégrées beaucoup plus profondément dans la fabrique des journaux. Elles sont encore parfois externes, mais les grands quotidiens nationaux ont le plus souvent une régie publicitaire directement en interne. Il ne faudrait pas croire que les rédactions n'ont pas leur mot à dire sur la publicité au sein de leur page. Dans Le Monde diplomatique, par exemple, un journal plutôt engagé à l'extrême gauche, les publicités portent presque exclusivement sur des revues, des livres ou des programmes éducatifs. Il serait en effet de mauvais ton d'avoir une publicité pour une chaîne de fast-food en dessous d'un contenu qui critique la malbouffe, par exemple. Dans les pages de journaux plus consensuels comme Le Monde, Le Figaro ou Le Parisien, qui, eux, sont vraiment objectifs et neutres puisqu'ils ne sont pas engagés comme ces gauchistes qui osent rechercher des formes d'indépendance, eh bien, on retrouve plus volontiers des pubs pour l'industrie du luxe, les voitures, les crédits à la consommation, les sodas, etc. Cela peut en dire long sur le public visé par le journal, ou du moins ce qu'en pensent les annonceurs. Les journaux qui disposent d'une régie publicitaire ont bien le pouvoir de refuser des pubs qui ne leur conviendraient pas, comme le prouve d'ailleurs une vidéo hilarante et effrayante dans laquelle François Ruffin tente d'acheter aux Parisiens, propriété de Bernard Arnault, des pages de pub pour son film Merci Patron, qui critique justement Bernard Arnault. Bon, il va vraiment falloir que j'arrête de dire son nom, celui-là, j'ai l'impression que je vais finir par l'invoquer. Publicité refusée par le Parisien, bien entendu. Il faut enfin préciser que dans certains cas, le chef de rédaction n'a aucune idée de ce à quoi vont ressembler les espaces publicitaires avant l'impression du journal. C'est ainsi qu'une pub en double page pour le saumon de Norvège s'est retrouvée par coïncidence dans un numéro du journal d'actualité et de vulgarisation scientifique Science et Vie, juste avant un article critiquant sévèrement ce fameux saumon de Norvège. Une preuve que l'équipe commerciale et l'équipe rédactionnelle du journal agissaient alors en vase clos, sans communiquer. Notre tour d'horizon journalistique ne saurait être complet sans mentionner le cas particulier de l'agence France Presse, ou AFP, une des plus grosses agences de presse au monde. Bon nombre de nouvelles publiées dans les journaux nationaux sont d'abord publiées par l'AFP, avant d'être reformulées puis complétées par le journal qui va les relayer. Il s'avère que depuis 10 ans, l'AFP a décidé de diversifier son offre en créant l'AFP Service, une agence de communication qui réalise des publicités au service de grandes marques, le fleuron de l'industrie de consommation. Chiffre d'affaires de ce service, 6,6 millions d'euros. De quoi mettre en doute l'ambition de neutralité de l'information affichée par l'AFP, qui se retrouve dans une position délicate pour critiquer ses clients, actuels ou futurs, d'autant plus que l'AFP Service promet à ses clients de pouvoir tirer parti des ressources de sa maison mère, sans plus de précision. Une nouvelle relayée par le Canard enchaîné, puis Arrêt sur image, deux médias sans publicité. En conclusion, grâce à ces exemples, on voit bien que lorsque le modèle économique d'un média dépend de la publicité, il se retrouve coincé par des obstacles nombreux qui lui retirent de la liberté. Malgré la crise récente de ce modèle, cette liberté est de plus en plus menacée par les publicitaires, qui ont un pouvoir de pression grandissant, et des techniques subtiles pour mieux nous distiller leur poudre de perlimpinpin. Reconnaître ce qui est de la publicité et ce qui est du contenu rédactionnel devient de plus en plus difficile pour les lecteurs. Et ce, d'autant plus que le rapprochement entre publicitaires et journaux va dans les deux sens. Les codes de la publicité sont de plus en plus utilisés aussi par les journalistes eux-mêmes, avec des titres sensationnalistes par exemple. Les cas que nous avons évoqués dans la vidéo prouvent aussi que parfois, un journal préfère s'exposer à la colère des annonceurs plutôt que de ne pas publier un contenu. On ne peut donc pas vraiment dire que la presse écrite serait entièrement au service des publicitaires. Ou en tout cas, cela dépend des rédactions, en fonction de leur degré d'indépendance,
sachant que les journaux ou magazines totalement indépendants restent marginaux. Mais le poids général des annonceurs reste terriblement puissant dans la presse écrite d'information, et ce constat semble aller de plus en plus mal. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Faut-il continuer de consommer ces médias dépendants de la publicité, avec tout le recul nécessaire, ou faut-il au contraire se concentrer uniquement sur les médias libres ? Est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher vos journaux ou magazines préférés si cela leur permettait de se passer de la publicité ? N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis, et rendez-vous au prochain épisode.